Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'Aeternia, le tome 2, et de la saga des bannis et des proscrits de James Clemens. Ouf! Blablabla. Alors, au mois de mai... Oui, je regarde ma montre alors que je n'ai pas de montre. J'avais prévu de lire dans le cadre du challenge de la fantasy 2 livres, et je les chronique maintenant. Chacun a son rythme. Alors, je vais commencer tout de suite par le tome 2 d'Aeternia de Gabriel Katz, que j'ai lu en numérique, mais ça on s'en fiche. Et comment dire que ce n'est toujours pas un coup de cœur. Alors, on retrouve toujours la plupart des personnages du tome 1, toujours dans leur conflit qui oppose la ville de Kyrenia, le temple et donc le culte de la déesse, au culte d'Oshin. Le culte d'Oshin se rapproche très dangereusement de Kyrenia et là ça sent vraiment le roussi, on sent que ça y est, c'est la guerre, va y avoir des gros conflits et je m'attendais à avoir un vrai, comment dirais-je, que tout soit vraiment résolu. Et en fait, ce tome 2 m'a assez déçue par rapport au tome 1 parce que pour moi il n'y a pas de vraie fin. Il y a pas mal de, comment dirais-je, d'éléments qui n'ont pas de réponse et il y a des affrontements que j'attendais et qui n'arrivent pas. Alors certes, c'est un choix de l'auteur, mais j'aurais bien aimé que ça aille plus loin en fait. J'ai l'impression de rester sur un goût d'inachevé. En dehors de la fin, j'entends, qui elle aussi me laisse particulièrement un goût d'inachevé. Je dirais que de manière générale, l'histoire a pris un tournant auquel je ne m'attendais pas et ce tournant m'a plutôt déçue. Alors pourquoi ça m'a déçue Je vais essayer de faire tout ça sans spoil parce que quand même c'est pas très agréable sinon. J'ai l'impression que nos personnages n'ont pas vraiment de fin. En fait, on nous balance ce chapitre-là final avec les 2 personnages dont on parle et voilà, débrouillez-vous avec, choisissez la fin que vous préférez. Et voilà, merci, au revoir. Je me dis, mais comment ça, la plupart des autres personnages ont une fin, pourquoi pas ceux-là? Et ensuite, forcément, je me suis un petit peu renseignée, vu que ma curiosité n'avait pas été assouvie. Je me suis un petit peu renseignée sur les internets du love, et j'aurais peut-être mieux fait de m'abstenir parce que finalement, non pas que j'ai été grandement spoilée, mais disons que, comme je sais que c'est pas le seul livre écrit par Gabriel Katz sur cet univers, j'ai découvert que certains personnages d'Aeternia se retrouvaient dans d'autres livres sur l'univers. Donc je me suis dit, ok, je comprends pourquoi la fin ouverte, pourquoi cette porte de sortie gigantesque de l'auteur, c'est qu'a priori certains personnages vont se retrouver dans d'autres bouquins sur l'univers. Après, chronologiquement, je ne sais pas si ça se passe avant ou après. Et du coup, je suis un peu en voilà, demi-teinte, je ne sais pas trop quoi penser, je ne sais pas si je lirai ces fameux autres bouquins sur le même univers. Je ne sais pas quoi dire de plus sur ça, mais peut-être que ça peut paraître scolaire pour certains. Mais moi, quand je lis un bouquin, j'aime bien qu'on m'accompagne de A à Z. Ça fait partie du contrat tacite que j'ai passé avec l'auteur. En gros, on me livre une histoire, et moi, je m'attends à ce que l'histoire elle soit livrée de A à Z, à 100%. Là, j'ai l'impression d'avoir eu, je sais pas moi, 99% de l'histoire. Il y a des confrontations qui ne sont pas arrivées, bon ça fait partie de l'intrigue, c'est des choix de l'auteur, je suis pas forcément d'accord, mais voilà. Mais la fin, j'aime pas en fait les fins ouvertes, j'aime pas l'espèce de flou, genre le lecteur choisit ce qui lui plaît le mieux. Parce que moi, quitte à ce que la fin ne me plaise pas du tout, pour X raisons, au moins j'ai la fin. Là, la fin me plaît pas, mais parce que j'en ai pas vraiment. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Ceci étant dit, je trouve quand même que les partis pris de l'auteur sont assez couillus. Parce que moi, si dans la vraie vie, je n'aime pas trop parler de religion parce qu'on sait jamais qui on peut potentiellement offenser, lui, il a décidé d'en parler. Comme ça, voilà. Et même si, du coup, comme ça reste un monde de fiction, un monde imaginaire, les risques peuvent paraître moindres, je trouve quand même
que c'est un parti pris assez intéressant. J'ai quand même particulièrement apprécié suivre tous ces personnages que j'ai aimé détester quelque part. J'ai aimé que l'auteur nous montre le cynisme, une soif de pouvoir assez gigantesque, un esprit de vengeance et un égoïsme assez féroce qui nous pousse à faire des choses assez somme toute dégueulasses, hein, on va le dire ça comme ça. J'ai aimé qu'il y ait quand même des petits moments un peu plus doux, tout est relatif, toujours avec Gabriel Katz. Et j'ai aimé aussi que dans le conflit, l'auteur nous offre pas une vision purement manichéiste de l'opposition entre les deux cultes ennemis. Chacun en prend pour son grade. On peut trouver du positif et du négatif dans chacun des cultes. Et j'aimais aussi qu'on critique le peuple. Le peuple qui est assez ignorant, qui est présenté comme très ignorant et assez passif, voire plutôt aveugle plus que passif, face aux manipulations des puissants. Manipulations qui ne sont pas toujours très subtiles, mais le peuple, voilà. Et quand il décide de se révolter et de enfin bouger son cul, et j'ai pas l'impression que les résultats soient hyper probants, ni que le peuple se bouge, entre guillemets, pour les bonnes raisons. Voilà à peu près ce que je peux dire sur Aeternia, le tome 2. Ça reste quand même une bonne lecture pour les fans de fantasy. Je pense qu'il y a de quoi avoir des valeurs sûres. Maintenant, si pour moi c'est un roman en demi-teinte, que ça ne vous empêche pas de courir le découvrir. Ensuite, j'ai lu le tome 5 de la saga de James Clemens, Les Bannis et les Proscrits. Il me semble que l'intitulé de celui-là, de ce tome-là, c'était L'étoile de la sorcière. Je vais faire une sorte de résumé global de toute la série. Et c'est compliqué de parler de tout ça sans spoiler. J'espère y arriver. Oui, on les croit, oui. Alors, dans le tome 1, on découvre le monde d'Alazea, qui est menacé depuis très longtemps par le Seigneur Noir du Gulgotha. Au tout début du livre, dans le prologue, on découvre 3 mages qui sont en train d'effectuer un rituel pour perpétuer et protéger le bien. 500 ans plus tard, on découvre une jeune fille de 13 ans, il me semble, qui vit au fin fond d'une petite vallée, qui est en train de ramasser des pommes dans un verger, et puis en fait, elle a ses règles, et avoir ses règles déclenche en elle l'apparition de pouvoirs magiques. Je ne sais pas pourquoi elle est l'élue, pourquoi elle a ses pouvoirs. Par contre, dès que ses pouvoirs sont apparus, le Seigneur Noir, lui, il a repéré la source de la magie et il envoie des émissaires pour aller cueillir la frêle jeune fille sans défense. Sauf qu'elle n'est pas sans défense et que finalement elle a réussi à leur échapper, et de là part toute l'histoire, parce qu'elle va trouver des alliés, elle va comprendre pourquoi elle est l'élue, quelle est sa mission avec ses pouvoirs, etc. etc. Donc à partir de là, l'histoire se déroule, et pour une première immersion de ma part dans la fantaisie adulte, j'ai trouvé que c'était quand même pas si mal. Alors évidemment, l'histoire n'est pas sans défaut, hein, l'histoire est parfaitement sans défaut. Mais j'ai bien aimé parce qu'il y avait du gore, parce que l'histoire est assez dense, l'univers est très riche, il est très fouillé, il y a énormément de personnages. À côté, le Seigneur des Anneaux m'apparaissait presque comme du Bibicha vu le nombre de personnages qu'on suit. Non, mais je critique pas vraiment le Seigneur des Anneaux, hein, j'adore le Seigneur des Anneaux. C'est juste que là, on suit tellement de groupes de personnages que des fois j'avais peur de me perdre. Par contre, c'est tellement bien écrit que finalement, non, je ne me suis jamais perdue. Je me suis jamais demandé qui était qui et qui faisait quoi. C'est assez clair pour qu'on se paume pas, quoi. Après, pour en revenir vraiment au tome 5 et à mon avis global sur cette saga, j'ai bien aimé découvrir qui était l'auteur des fameux parchemins qui retracent l'histoire de la sorcière. Je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ce personnage-là. À aucun moment j'avais pensé à ce personnage-là d'ailleurs. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de longueur et je me suis demandé
est-ce que ce tome était... est-ce que c'était nécessaire de le faire aussi long? J'avais l'impression que l'auteur prenait son temps pour nous amener vers ce final. Et du coup, le final, je l'ai trouvé presque un peu décevant par rapport à toutes ces pages qu'on s'est, entre guillemets, farcies depuis le début. Et que je me suis dit, bon, bah, c'est un peu dommage d'attendre pour, entre guillemets, juste ça. Parce que finalement, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, on l'a pas vraiment, quoi. On sait pas quel est l'avenir des personnages, pour ceux qui restent. C'est compliqué de faire ça sans spoil, je le répète, mais voilà. Je m'attendais à plus. Je voulais pas forcément un récit détaillé de la vie de chaque personnage qu'on a croisé dans la saga. Je m'attendais quand même à un petit peu plus de précision qu'un simple on a vécu et finalement c'était déjà bien trop demandé que ça, quoi. Et quoi c'est tout, il n'y a plus de pages là? Ah mon dieu, mais j'en veux plus. Enfin, j'aurais presque aimé, à la manière du Seigneur des Anneaux, avoir des annexes pour en savoir plus, quoi. Parce que là, je me suis dit, mince, quoi, 600 pages, et puis finalement, non, je voyais les pages qui arrivaient, le final qui se déroulait, je me dis, mais non, on va pas s'arrêter à ça quand même. Et ben si. Et pour moi, un peu à la manière du tome 2 d'Aeternia, je me dis quoi, mais il y a pas résolution de toutes les questions, il y a encore des questions qui restent en suspens. Est-ce que Ragnar, on va vraiment le laisser comme ça? Est-ce qu'ils ont tous vécu heureux? Est-ce que tous ceux qui avaient de la magie à la fin, comment ça va se passer pour eux, vu la décision d'Elena à la fin? Enfin, j'essaie de pas spoiler, mais voilà. Pour moi, il n'y avait pas de réponse, quoi. Et ça m'agace un peu d'avoir lu 5 tomes, enfin le dernier était un peu plus court que les autres, mais 5 tomes de 700 pages en moyenne, pour ça. C'était trop dommage. Oui, j'aurais 2 bémols à préciser sur ce tome 5. Alors, je ne sais pas si c'était ma version particulièrement, moi je l'ai lu en numérique. Est-ce qu'en version papier c'était mieux? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé qu'il y avait une quantité de fautes, c'était hallucinant. Je me dis, pour un rendu professionnel, je me dis, il a quand même été relu plusieurs fois ce livre. C'est assez dingue. Après, ok, c'est normal de trouver 2-3 fautes par-ci par-là, pardon, dans les livres, parce que on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Mais là, c'était pas juste une ou deux. Hein. C'était tout au long du livre, limite toutes les 2-3 pages, il y avait des fautes. Alors parfois, c'était juste une majuscule qui manquait là où d'habitude il y en a une. Et puis quand même des fois des mots qui manquent ou ouais, des formulations où on sent que, je sais pas, c'est peut-être un problème de traduction. Enfin, ça m'a assez troublée. Et sinon, un bémol sur le personnage de Kreshim. Mais c'est quoi ces espèces de personnages qui, comment dirais-je, sont pas vraiment des personnages principaux, pas vraiment des personnages tellement secondaires vu l'importance qu'on lui donne finalement, et qui ne cessent de revenir, qui ne cessent de mettre des bâtons dans les roues. Alors je veux bien, hein, mais c'était censé être le rôle du Seigneur Noir et pas juste de Gresham. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. J'espère que je n'ai pas été trop brouillonne et que je vous aurai donné envie un minimum quand même de découvrir ces histoires-là. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Salut les gens!